Mademoiselle, apportez-moi le dossier RPG. Et un café. Tenez, monsieur Moïse. C'est Moni. Allô? Bonjour mes enfants, comment allez-vous? Bah bien, on va très bien. Bah tranquillou pépouze comme toujours. Hein. On prend du bon temps. Bien, bien, fort bien même. Et que faites-vous actuellement pour que tout aille bien? Bah on en profite pour faire un peu de bronzette, hein, vu le temps qu'il y a. Et puis moi, j'en profite pour parfaire ma culture en lisant un livre de... Ils bronzent. Qu'ils sont mignons. Et sinon, les vidéos, ça avance? Non, parce que depuis la sortie de la première, je ne vous vois plus faire grand-chose. Bah après avoir fini la première vidéo qui a été pas mal reçue malgré les critiques que l'on a eues, là on prend un peu de bon temps pour nous, bah parce que on a rebossé sur la première vidéo, va bientôt attaquer la deuxième. Et après tout, le scénario de la deuxième et de la troisième sont finis et il nous reste juste le tournage à faire. Pas mal, dis-tu? Pas mal. Vous trouvez ça pas mal, vu le peu de nombre de vues qu'il y a? Vous croyez vraiment que vous avez le temps de bronzer? L'argent n'arrivera pas en faisant du bronzage. Je vous préviens que si vous ne sortez pas la prochaine vidéo très bientôt, je vous coupe les vives et ce sera bye bye vos petites vidéos. Sinon, à part ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. À bientôt les enfants. Bon bah les gars, je crois qu'on va devoir... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau RPG. Aujourd'hui, entrons dans le plus grand univers que le jeu vidéo ait connu. It's me, Mario! Loupé. Aujourd'hui, nous parlerons de Final Fantasy. Au programme, théorie, histoire et test du tout premier jeu, en version remasterisée, sorti sur Game Boy. Vous êtes prêts? C'est parti. Final Fantasy, c'est l'histoire d'une saga culte née en 1987, sous la direction d'une équipe talentueuse, formée de Kenji Terada au scénario, Yoshitaka Amano à l'illustration et Nobuo Uematsu à la musique. La première et la plus connue est celle de la dernière Fantasy, qui donna un second souffle à l'entreprise, lui permettant ainsi d'éviter la faillite. La direction était hésitante, et Sakaguchi proposa de démissionner en cas d'échec. Surprise par la détermination et la foi qu'il avait en son projet, l'entreprise finit par accepter le marché. Ainsi donc commença le projet qui se nommera Final Fantasy, car s'il avait échoué, ça aurait été donc son dernier jeu, et donc sa dernière Fantasy chez Square. En 2015, Sakaguchi a affirmé que Final Fantasy n'a pas été nommé ainsi car il était censé être le dernier, mais parce que les initiales FF sonnaient aussi bien aux oreilles japonaises qu'américaines. Et si le mot fantasy était un choix évident pour un RPG, le mot final, quant à lui, n'a été retenu que parce qu'il était relativement connu des japonais. La seconde théorie est beaucoup moins connue, mais tout aussi plausible. Impressionné par le jeu de rôle Donjons et Dragons et par le jeu Dragon Quest de leur rival Enix, Hironobu Sakaguchi a envie de développer un jeu où l'histoire serait plus importante que ce qui se faisait à l'époque. À travers plus de 15 titres différents, Square nous propose autant d'univers possédant chacun leur propre histoire et leurs propres personnages. Et même si le premier jeu n'était pas très développé à ce niveau-là, l'histoire y était bien construite. Grâce à l'augmentation de la technologie, il leur fut bientôt possible de créer des personnages avec une histoire de plus en plus détaillée. Ainsi, au travers des différents titres de la saga, nous avons pu rencontrer des personnages tels que Firion, le Chevalier Oignon, Cécile, Cloud, Jidan, Bart, et tellement d'autres encore. Mais nous avons surtout pu rencontrer des ennemis de légende, tels que Sephiroth, Golbez, l'Empereur, et Dieu sait d'autres encore. Après cet épisode d'histoire un peu ennuyeux, il serait bon temps de parler de cette dernière fantasy, n'est-ce pas, Vico? Exact, mais pour cela il faut se poser une question.
Pourquoi après plus de 15 titres différents, la saga continue-t-elle d'attirer autant les foules? Pour répondre à cette question, il est important de savoir ce qu'est un Final Fantasy. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que Final Fantasy? Eh bien, Final Fantasy est un RPG. Pas comme Rédac de la planète geek pour le coup, mais comme Roleplay Gaming. Même si certains s'éloignent de ce type comme Before Crisis, Crisis Core, ou même Dirge of Cerberus, qui font partie intégrante de l'histoire de Final Fantasy VII. Bonne précision en effet. Le roleplay gaming est un type de jeu où on incarne plusieurs personnages différents. Il existe également un autre type de jeu connu sous le nom de MMORPG, avec des jeux bien connus comme World of Warcraft ou, cas ici qui nous intéresse, Final Fantasy XI. Mais revenons-en à nos cristaux. On retrouve certains points similaires dans la saga FF. En effet, car même si chaque histoire est indépendante, certains thèmes et éléments du gameplay sont récurrents dans la série. Que ce soit par la forte influence de l'histoire, de la littérature, de la religion ou de la mythologie sur le scénario, et à la réapparition de certains monstres et objets, ces éléments sont en quelque sorte la signature de la série. On les retrouve dans Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, mais également dans Final Fantasy Mystic Quest 9, 11, Crystal Chronicles 12, Tactic Advance et Dissidia. Dans chacun de ces jeux, les cristaux correspondent à une force élémentale naturelle. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Mais il y a des exceptions. Final Fantasy VI possède aussi des cristaux, mais ils ne régissent pas les mêmes pouvoirs. Final Fantasy VII intègre également une alternative aux cristaux, via les Materia et Mega Materia, qui sont des cristaux condensés de Mako. Généralement, l'histoire tourne autour des cristaux. Le but de votre adversaire serait bien évidemment de s'en emparer pour pouvoir contrôler le monde. Ou le détruire, ou changer de forme, ou... on vous laisse deviner. Il y a vraiment plein de possibilités. Et bien sûr, notre but à nous, c'est de le contrecarrer. Logique. Dans plusieurs épisodes, on parle de rébellion contre une puissance économique, politique ou religieuse ayant l'emprise sur le monde. Par exemple, l'histoire de Final Fantasy II implique une révolte contre l'empereur de Palmétia. Final Fantasy VI commence avec une résistance contre le règne de l'empereur Gestahl. L'histoire de Final Fantasy VII commence avec une attaque contre la Shinra Corp. Dans Final Fantasy VIII, il s'agit d'un groupe de rebelles qui se battent pour le contrôle de la ville de Timber contre l'armée Galbajian. Dans Final Fantasy X, le joueur est amené à révéler la véritable nature de la religion de Yuyeven. Et dans Final Fantasy XII, les personnages principaux font partie d'une armée rebelle visant la chute de l'Empire Arcadien. Les classes de personnages jouables comprennent entre autres le guerrier, les mages blancs, noirs, rouges et bleus, le moine et le voleur. Dans Final Fantasy, le joueur doit attribuer à ses personnages une classe qu'ils garderont jusqu'à la fin de la partie. Il est passé par-ci, il est passé par-là, monsieur connard. Ah ouais, non mais clairement pour le premier, je crois qu'on va pas avoir beaucoup besoin de présenter les personnages. Il y en a 4. Il y a 4 classes pour le premier, hein. C'est pourri, 4 classes. Et encore, c'est pas des personnages. C'est juste des classes, c'est tout. Il est passé par-ci, il est passé par-là, monsieur connard. Additionnellement, plusieurs jeux de la série, Final Fantasy III, Final Fantasy V et Final Fantasy Tactics, utilisent un système de métier permettant aux joueurs de changer de classe entre les combats. Dans Final Fantasy X-2, le système de Vétisphère permet également aux joueurs de changer de classe au cours du combat. Idem dans Lightning Returns, Final Fantasy XIII, le joueur peut switcher entre 3 tenues sélectionnées au préalable dans le menu pour monter diverses stratégies de combat. Par exemple, Biggs et Wedge. Hommage aux personnages de Star Wars, Biggs, Dark Lighter et Wedge, Antilles, sont apparus dans Final Fantasy V jusqu'à Final Fantasy X2. Deux personnages qui ne servent à rien, comme dans le film quoi. Parlons plus précisément d'un autre personnage, Sid. Présent physiquement dans le jeu depuis Final Fantasy II, il n'était simplement qu'évoqué dans Final Fantasy I, il apparaît toujours sous différentes formes. Une sorte de Dr. Wu avant l'époque quoi. Sid est habituellement présenté comme un propriétaire, un constructeur, voire même un pilote d'avion ou autre aéronef. Le film Final Fantasy, Les créatures de l'esprit, possède également un personnage du nom de Sid. Dans ce film, il est écrit avec un S, tandis que dans les jeux, il est écrit avec un C. En parlant de Sid et de ses aéronefs, il est donc logique que ceci soit également une récurrence. Il s'agit d'un moyen de transport volant présent dans chaque épisode de la série. Le Airship, le Blackjack, le Falcon, le Haut-Vent, le Heidegger ou le Ragnarok. Bien que les humains soient la race principale des personnages de tous les jeux,
Il en apparaît plusieurs récurrentes au fil de la série, comme les invoqueurs, qui apparaissent dans Final Fantasy IV et Final Fantasy IX. Pour faire simple, les invoqueurs ont une apparence humaine. Dans Final Fantasy IX, ils possèdent une corne au milieu du front. Et dans les autres jeux, les invoqueurs n'apparaissent pas en tant que race, mais sous la forme d'une classe de personnages. D'autres races apparaissent au fil des jeux, comme par exemple les Mogs, ou encore les nains, qui apparaissent dans Final Fantasy III, IV, V et IX. Le deuxième épisode a donné naissance à une créature mi-poulet, mi-autruche, qui se nomme le Chocobo, qui était à la base une friandise qui s'appelait le Chocobal. Et cet oiseau sert généralement de moyen de transport dans la plupart des jeux. Récurrents également sont les Mogs, petites créatures toutes mignonnes ressemblant à une peluche, mais qui étaient très intelligents, qui apparaît pour la première fois dans Final Fantasy III. Dans Final Fantasy VI, le Mog fait partie intégralement de votre équipe. Passons maintenant aux divinités que l'on retrouve depuis le Final Fantasy III. Elles ont été appelées sous divers noms, comme les Espers, les Chimères, les Guardian Force, Invocation, Avatar ou Éon, selon les épisodes. Pour ne citer que les plus récurrents, nous avons donc Ifrit, Shiva, Ramu, Léviathan, Odin, Karbluck et Bahamut. Ces invocations jouent un rôle plus ou moins important dans le scénario selon les épisodes et font partie intégralement de la saga. Elles mettent en scène ces créatures légendaires souvent associées à un élément de la nature, feu, eau, électricité, etc. Et certaines familles de monstres comme les gobelins ou les tombéris et les pampas qui sont à la fois des Guardian Force et des monstres dans Final Fantasy VIII reviennent fréquemment dans les différents épisodes, souvent dans les phases de combat. La magie blanche et la magie noire représentent respectivement les magies de défense, guérison et d'attaque. La magie rouge incorpore les deux premières, mais avec un effet réduit. Parmi les additions plus récentes, il y a la magie bleue, qui incorpore des attaques spéciales apprises des différents monstres rencontrés. Il existe aussi un autre type de magie, qui est beaucoup plus rattaché à la magie blanche et à la magie noire. C'est ce qu'on appelle la magie de l'espace et du temps, qui inclut des incantations affectant la mobilité relative comme la rapidité, la lenteur ou encore la téléportation par exemple. Reste la magie de l'invocation, évoquée plus tôt, qui consiste à faire apparaître de puissantes créatures alliées, chimères ou éons, selon les versions. You know what to do! Dans Final Fantasy VII, les magies sont gérées à partir de la Materia, une concentration de l'énergie Mako, la puissance de la Terre. Et comme dit précédemment, la magie blanche permet la guérison d'altérations d'état, tout comme les remèdes. Bien qu'il soit présent dans d'autres jeux de rôle pour console, Final Fantasy a une liste traditionnelle d'objets utilisés pour guérir, comme le silence, rendant impossible l'utilisation de la magie, ou l'invocation des chimères. Il peut être soigné par le sort Ezuna, par les objets Boka ou remèdes. L'empoisonnement également, qui fait perdre progressivement des points de vie et peut être guéri par Ezuna, les objets antidotes ou remèdes. Et la pétrification également, qui change le personnage en pierre et qui ne peut être guéri jusqu'à ce que l'objet défigeur soit utilisé. Terminons par la confusion, qui oblige le personnage à attaquer une cible au hasard, y compris ses propres alliés, voire même lui-même, et qui peut être soigné par le sort Ezuna ou en laissant le sort se dissiper. La rivière de la vie est le sang qui coule dans les veines de notre planète. Elle donne vie à ce monde ainsi qu'à tout ce qu'il contient. Apparu depuis Final Fantasy VII et élaboré par Sakaguchi. Cette théorie consiste à dire que chaque être qui meurt retournera à la Terre, ce qui permettra de recréer une nouvelle vie par la suite. Ça fait un peu réincarnation tout ça. T'imagines Cloud dans un chat? Cette théorie se retrouve dans de nombreux éléments de la série. Elle fait également lien entre différents épisodes de la saga. Elle est notamment utilisée dans les épisodes 9 et 10, ainsi que dans les films Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit et Final Fantasy VII Advent Children. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau RPG. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage bien connu de l'univers Marvel, dénommé l'incroyable Hulk. Mais qui est-il vraiment? Découvrons-le ensemble.